Origine des croisades. La période précédant les grandes croisades se situe au cœur d'un contexte profond de transformation politique et religieuse en Europe et au Moyen-Orient. À la fin du XIe siècle, les empires chrétiens d'Occident faisaient face à plusieurs défis internes et externes. L'Europe connaissait un regain d'activité démographique et économique qui engendrait de nouvelles dynamiques sociales. Les seigneurs féodaux étendèrent leur influence tandis que l'Église cherchait à renforcer son autorité spirituelle et temporelle. Dans le même temps, l'Empire byzantin, qui contrôlait une partie de la région orientale, subissait la pression croissante des Turcs seldjoukides, récemment convertis à l'islam et en pleine expansion territoriale. Cette montée de la puissance turque entraînait des tensions fortes aux frontières de l'Orient chrétien. La prise de Jérusalem par les Arabes au 7e siècle s'était inscrite dans une longue cohabitation entre différentes confessions. Mais l'arrivée des Turcs changeait la donne. Ces derniers limitaient désormais l'accès des pèlerins chrétiens aux lieux saints, notamment à Jérusalem et à d'autres sites symboliques. Ce fait alimenta parmi les populations européennes un sentiment d'urgence et de défense des droits des croyants. L'Église catholique voyait là une opportunité, mais également une nécessité pour rallier une chrétienté morcelée autour d'un objectif commun. L'intervention papale prit la forme d'un appel à la guerre sainte, visant à libérer les territoires saints de l'emprise musulmane et à assurer la sécurité des pèlerins. Ce discours s'insérait dans une tradition religieuse profonde qui sacralisait la défense de la foi chrétienne comme une mission divine. L'idéologie chrétienne promouvait la notion de pèlerinage, capitale pour les croyants, et la protection des sanctuaires. La papauté encourageait donc un mouvement qui, au-delà de la simple guerre, engageait les fidèles dans une expérience spirituelle forte. L'idée était d'imposer la justice céleste et de réaffirmer la suprématie chrétienne dans un monde en mutation. Sur le plan politique, plusieurs seigneurs et rois européens voyaient dans les croisades une opportunité pour étendre leur influence et consolider leur pouvoir. L'unification tardive des royaumes espagnols, la consolidation de la France et les ambitions des princes germaniques s'inscrivaient dans ce cadre. La guerre sainte offrait un exutoire aux tensions internes, comme aussi un moyen de canaliser les violences féodales vers un objectif extérieur. Le modèle féodal lui-même se trouvait marqué par ce projet, dépassant ses limites habituelles pour intégrer des idéaux religieux et militaires nouveaux. Le pape Urbain II, lors du concile de Clermont en 1066, lança cet appel retentissant qui déclencha l'élan populaire. Le mouvement prit rapidement une ampleur considérable, rassemblant hommes et femmes de toutes conditions. Des chevaliers, des paysans, des religieux. Tous partagèrent la promesse d'une vie éternelle en prenant la croix. Ce symbole, porté sur les vêtements, devint l'emblème d'une quête collective, mêlant dévotion et aventure. Les récits de pèlerinage, de miracles et de batailles commencèrent à circuler, solidifiant l'imaginaire autour de cette nouvelle entreprise. Dans le même temps, les échanges culturels existants entre Orient et Occident, bien que difficiles, furent parfois enrichis par cette dynamique, préparant des rencontres d'une complexité notable. Il importe aussi de comprendre que la croisade s'inscrivait dans un monde médiéval, où le religieux et le politique étaient rarement dissociés. L'autorité pontificale cherchait à créer un ordre international reposant sur une christianité commune, face à différents pouvoirs concurrents. Ce projet influença durablement la pensée européenne et les relations internationales. En résumé, les causes des croisades sont multiples, mêlant facteurs religieux, politiques, sociaux et économiques. La conjoncture particulière du XIe siècle offrit aux chrétiens européens un moment propice pour initier cette vaste entreprise, certes violente, mais profondément marquée par ses idéaux. La mémoire collective conserva longtemps ces événements sous un prisme religieux, mais les études modernes nuancent cette vision en intégrant des éléments géopolitiques complexes. L'importance de l'appel du pape, la réponse enthousiaste des fidèles, ainsi que les enjeux territoriaux et culturels sous-jacents illustrent la richesse de cette période. Ces croisades marquèrent le début d'un long chapitre d'interaction entre Occident et Orient, dont les répercussions se firent ressentir bien au-delà du Moyen Âge. La compréhension de ces origines est essentielle pour saisir la portée profonde de ces expéditions. En avançant dans cette exploration, il sera nécessaire de considérer également les différentes phases des croisades, leurs succès et échecs, ainsi que leurs impacts sur les sociétés concernées.
Le passé s'ouvre ainsi comme une fenêtre permettant d'apprécier non seulement des événements militaires, mais aussi des échanges culturels et des transformations durables. Cette perspective plus large enrichit notre regard, en donnant à voir les croisades comme un phénomène multifacette, forgé par des motivations variées. Dans la prochaine partie, l'attention sera portée sur la première croisade, depuis son déroulement initial jusqu'à la prise de Jérusalem, pour prolonger cette compréhension avec rigueur et continuité. La première croisade et sa mobilisation. La première croisade, lancée à la fin du XIe siècle, représente un moment crucial dans l'histoire médiévale européenne et proche-orientale. Elle a été marquée par une mobilisation sans précédent, tant au niveau humain que matériel. Cette entreprise fut orchestrée dans un climat de ferveur religieuse, mais aussi dictée par des ambitions politiques et territoriales. Le pape Urbain II joua un rôle central en appelant à cette expédition lors du concile de Clermont, en l'an 1495. Son appel eut pour but de répondre à la demande d'aide de l'empereur byzantin Alexis Ier qui faisait face aux incursions turques en Anatolie. Outre l'impulsion religieuse, la préparation logistique de la croisade fut un défi majeur. Rassembler plusieurs dizaines de milliers de croisés depuis différents royaumes d'Europe, les équiper, organiser leurs déplacements sur des milliers de kilomètres à travers des territoires hostiles, exigeait une coordination sans précédent. La plupart des participants venaient de la France, de l'Allemagne, du royaume de Bourgogne ainsi que d'Italie. Les nobles, en particulier, jouaient un rôle de commandement et mobilisaient leurs vassaux et leurs ressources pour cette entreprise. Les premières étapes du voyage les conduisirent par voie terrestre à travers des régions variées, notamment les Balkans et l'Anatolie. Ce trajet fut semé d'embûches, telles que la pénurie de nourriture, les maladies et les affrontements avec les peuples locaux ou les Turcs seldjoukides. De nombreux groupes souffraient d'un manque d'organisation et de discipline, ce qui engendrait des désertions et des pertes. Toutefois, certains contingents plus structurés réussirent à maintenir une cadence régulière et à préserver une cohésion relative jusqu'en Terre Sainte. L'expédition se déroula en plusieurs phases distinctes. Après la prise de Nicée, une victoire significative en Anatolie, les croisés poursuivirent leur progression vers Antioche, qui constituait une étape stratégique indispensable avant d'atteindre Jérusalem. Le siège d'Antioche fut long et éprouvant, s'étendant sur plusieurs mois durant lesquels les croisés durent faire face à des conditions de vie très difficiles, ainsi qu'à des attaques constantes de la part des défenseurs. La coordination entre les différentes factions de croisés permit toutefois l'organisation d'un assaut final qui se solda par la prise de la ville. La conquête de Jérusalem en l'an 1100, événement culminant de la première croisade, revêtait une importance symbolique et politique considérable. La ville, jadis un centre religieux majeur, était alors sous domination musulmane depuis plusieurs siècles. Sa prise fut précédée d'un siège opiniâtre, marqué par des combats intenses. La victoire des croisés modifia le paysage géopolitique de la région et permit l'établissement d'États latins en Terre Sainte, dont le royaume de Jérusalem. Parmi les personnalités ayant marqué cette période, on compte notamment Godefroy de Bouillon, qui fut l'un des chefs militaires les plus influents des croisés. Il refusa le titre de roi, préférant celui d'avoué du Saint-Sépulcre, ce qui témoigne d'un mélange d'humilité religieuse et d'autorité politique détournée. D'autres figures telles que Raymond, quatrième de Toulouse, Bohémond de Tarente et Tancrède jouèrent également un rôle indispensable dans la conduite des opérations militaires et la gestion des territoires conquis. Il est essentiel de noter que la première croisade s'inscrit également dans un contexte de rivalité interne à la chrétienté et de relations diplomatiques complexes avec l'Empire byzantin. Ce dernier, bien que sollicité par l'appel initial, se méfiait des ambitions territoriales des croisés et craignait un accaparement des terres qu'il considérait comme les siennes. Cette tension fut un facteur important qui influença le déroulement des combats et les négociations politico-militaires. Les récits historiques de cette période montrent une réalité mêlée de faits concrets et de légendes qui se sont progressivement installés dans la mémoire collective. Par exemple, la manière dont la ville de Jérusalem fut prise a été embellie et transmise avec des accents héroïques, souvent exagérant la brutalité des combats ou mettant en avant la foi indéfectible des croisés. Ces mythes participent à comprendre comment cette croisade est perçue à travers les siècles, tant dans la culture occidentale que dans les traditions musulmanes.
L'héritage de cette première croisade dépasse le simple cadre militaire ou religieux. Il constitua un point de rupture dans les relations entre les mondes chrétiens et musulmans, inaugurant une période de conflits récurrents, mais aussi d'échanges culturels et commerciaux. Les croisades modifièrent également la structure politique de l'Europe occidentale, en accentuant le pouvoir des seigneurs et en renforçant le rôle du pape. Elles mirent en lumière l'interconnexion croissante des sociétés médiévales à une échelle internationale. La logistique mise en œuvre, en particulier, marque un tournant dans l'histoire militaire médiévale. La nécessité de déplacer et d'approvisionner de grandes armées sur de longues distances obligea à créer de nouvelles formes de coopération et à améliorer les infrastructures. Les croisés adoptèrent des stratégies militaires variées, alternant entre sièges prolongés et manœuvres rapides, ce qui démontra une certaine flexibilité tactique malgré les conditions adverses. En somme, la première grande expédition vers la Terre Sainte fut le fruit d'un ensemble complexe de facteurs, mêlant croyances religieuses, ambitions politiques, enjeux économiques et réalités militaires. Sa réussite, largement attribuée à la détermination des croisés et à leur capacité d'adaptation, donna naissance à une série d'événements qui allaient profondément transformer les paysages humains, géographiques et culturels de l'époque. Poursuivant l'étude de ces faits, il devient essentiel d'approfondir les conséquences à long terme de cette mobilisation, ainsi que les réactions des différentes sociétés concernées. Un sujet qui sera abordé dans le chapitre suivant. Les États croisés en Terre Sainte. La structure politique de ces États croisés reposait principalement sur une forme de seigneurie, où chaque seigneur tenait son fief en échange de services militaires envers un suzerain. Le royaume de Jérusalem, fondé peu après la prise de la ville sainte, servait de pièce maîtresse à cet ensemble. Son roi, généralement issu des nobles occidentaux ou des chefs croisés, détenait une autorité limitée par les conseils des barons et de l'Église, illustrant un équilibre entre pouvoir central et pouvoir local. Parallèlement, les ordres militaires jouèrent un rôle central dans la défense des territoires et dans la mise en place d'institutions viables. Des groupes tels que les Templiers, les Hospitaliers et les Chevaliers du Saint-Sépulcre cumulèrent ainsi fonctions religieuses et militaires, formant une élite protégée et redoutée. Sur le plan militaire, la gestion des États croisés s'appuya sur la construction de nombreuses fortifications. Ces châteaux souvent massifs servaient non seulement à protéger les frontières exposées aux attaques, mais également à asseoir l'autorité des croisés sur un territoire conquérant. La géographie accidentée du Levant favorisa la mise en place de ces lieux de résistance autour des principales voies de communication et des villes stratégiques. La présence militaire constante était indispensable en raison des menaces perpétuelles venant des souverains musulmans locaux, notamment des dynasties des Fatimides d'Égypte, puis des puissances ayyoubides de Saladin, qui cherchèrent à reconquérir ces territoires. La rivalité entre ces groupes donna naissance à des alliances fluctuantes, où les échanges diplomatiques alternaient avec les combats intenses. La relation entre les nouveaux seigneurs croisés et les populations autochtones varia considérablement. Les chrétiens d'Orient, déjà majoritairement présents avant les croisades, à savoir les Coptes, les Arméniens, les Maronites et d'autres communautés, se retrouvèrent dans une situation complexe. Tandis que certaines de ces populations furent relativement intégrées à l'administration locale ou s'allièrent avec les nouveaux dirigeants, d'autres furent marginalisées ou soumises à des prélèvements fiscaux accrus. Les musulmans et les juifs, quant à eux, vécurent sous un régime où la coexistence était marquée par des restrictions juridiques diverses et une hiérarchie religieuse clairement établie. Néanmoins, ces communautés continuèrent à pratiquer leur religion et à maintenir leurs traditions, contribuant ainsi à une mosaïque culturelle singulière. L'économie des États croisés s'efforça de s'adapter aux conditions nouvelles. Le commerce joua un rôle essentiel dans la survie et la prospérité de ces territoires. Les ports méditerranéens tels qu'Acre et Tyr devinrent des plaques tournantes cruciales, facilitant le passage des marchandises entre l'Orient et l'Occident. Les marchands italiens notamment, provenant de villes comme Gênes, Venise et Pise, bénéficièrent de privilèges commerciaux qui renforcèrent leur influence dans la région. Ces échanges permirent non seulement l'approvisionnement en denrées rares et en équipements, mais favorisèrent aussi une certaine interculturalité à travers le brassage des populations et des savoirs. La circulation de produits de luxe ainsi que le transit des pèlerins modelèrent profondément l'environnement économique local.
L'organisation juridique dans ces États fut un autre pilier fondamental. Inspirée en partie des coutumes occidentales, elle dut néanmoins s'adapter aux réalités régionales. Les chevaliers et les seigneurs imposèrent un droit coutumier qui régissait tant la vie militaire que civile. Par ailleurs, le statut des différentes populations fut codifié, assurant un ordre social reposant sur des privilèges spécifiques et des obligations définies. Les tribunaux croisés arboraient ainsi une double juridiction, où s'entremêlaient procédures latines et coutumes locales. Cette hybridation juridique refléta le caractère transitoire et hybride des États francs en Terre Sainte. Malgré leur fragilité politique et leur isolement géographique, ces entités réussirent à maintenir leur existence pendant presque 2 siècles, grâce à une résistance acharnée et une diplomatie prudente. Toutefois, la montée en puissance des dynasties musulmanes unifiées, particulièrement sous Saladin au cours du XIIe siècle, remit en question la pérennité de ces États. La bataille décisive de Hattin, au moment critique, qui conduisit à la perte de Jérusalem, symbolisa ce tournant majeur. Néanmoins, même après ces revers, les États croisés persistèrent dans une forme atténuée, se repliant vers des enclaves côtières tout en continuant d'entretenir le souvenir et l'idéal de la reconquête. Les sociétés établies par ces croisés furent également marquées par un syncrétisme culturel et religieux difficile à concevoir depuis une perspective purement occidentale. Les échanges entre Orient et Occident ne furent pas seulement militaires mais aussi intellectuels, artistiques et scientifiques. Plusieurs manuscrits traduits durant cette période alimentèrent le courant de pensée européen et enrichirent la vision du monde médiéval. De ce fait, ces États contribuèrent indirectement à l'émergence de nouvelles idées et de transformations dans la société occidentale, bien que leur existence fût souvent perçue comme une guerre sacrée ou une épopée chevaleresque. L'étude des États croisés offre ainsi un aperçu fascinant d'une phase de l'histoire où des mondes différents s'affrontèrent et s'influencèrent mutuellement. Leur organisation, leur fonctionnement interne et leurs relations avec les populations environnantes illustrent la complexité des interactions humaines en contexte de conquête et de colonisation. En examinant cette époque, on découvre une réalité moins manichéenne que celle souvent représentée dans les récits traditionnels, pleine de nuances et d'équilibres fragiles. Ce panorama se poursuit dans l'analyse des événements qui entraînèrent leur déclin, ainsi que l'impact durable qu'ils laissèrent sur la géopolitique méditerranéenne ultérieure. La deuxième croisade et ses revers. La deuxième croisade fut un épisode majeur dans l'histoire des campagnes militaires européennes menées au Moyen Âge vers la Terre Sainte. Elle se déroula durant la première moitié du XIIe siècle, précisément de 1147 à 1149. Ce second grand mouvement militaire fut principalement motivé par la chute de la ville d'Édesse, une des premières conquêtes des croisés, survenue quelques années auparavant. Cette perte symbolisait une brèche sérieuse dans la tenue des territoires chrétiens au Levant, suscitant une nouvelle mobilisation à l'échelle de l'Europe occidentale. Le déclenchement de cette croisade fut largement impulsé par la papauté, qui appelait à une réponse unifiée des princes chrétiens sous sa bannière. Plusieurs souverains importants y participèrent, dont Louis, roi de France, et Conrad III, empereur du Saint-Empire romain germanique. Ces dirigeants, conscients de l'enjeu politique et religieux, conduisirent leurs armées à travers l'Europe et vers les rivages méditerranéens. L'organisation et la logistique d'une telle entreprise soulevèrent d'emblée des difficultés considérables en raison de la distance et des conditions de vie parmi les troupes. En chemin, les croisés furent confrontés à des défis sévères. La traversée de territoires hostiles, les pénuries de vivres et les luttes internes affaiblirent progressivement la cohésion des forces. Les longues marches dans des régions peu familières eurent un impact sur la santé des soldats et leur morale. Par ailleurs, leurs relations avec les populations locales, tant chrétiennes que musulmanes, furent complexes, mêlant parfois coopération et tensions ouvertes. Ces dynamiques compliquaient la progression des armées et la réalisation de leurs objectifs militaires. À leur arrivée au Levant, les croisés durent faire face à une situation politique déjà fragile. Les États latins d'Orient, bien que solidement installés, étaient entourés d'adversaires puissants et unis sous la bannière de dirigeants musulmans déterminés à reprendre leurs terres. Le sultan turc Zengi, précisément à l'origine de la conquête d'Édesse, avait su fédérer plusieurs groupes en vue d'une contre-attaque
établissant ainsi un climat d'urgence stratégique. Les croisés, malgré leurs effectifs, étaient isolés et souvent désaccordés quant à la meilleure manière d'agir. La campagne militaire en Terre Sainte ne répondit pas aux attentes. Des batailles mal planifiées, des querelles entre chefs et un manque d'implication des populations locales affaiblirent pour la croisade. La tentative de siège de Damas, capitale stratégique, se solda par un échec cuisant. Ce revers sonna comme un avertissement sérieux quant à la complexité des forces en présence et à la nécessité de repenser les alliances. La coordination entre les factions chrétiennes s'avéra difficile dans un contexte marqué par des ambitions politiques contradictoires. L'échec de cette croisade eut un impact considérable sur la politique européenne et orientale. Il mit en lumière la fragilité des États latins, mais aussi la montée en puissance d'entités musulmanes mieux organisées. Paradoxalement, cet épisode accentua aussi les ressentiments entre les différentes nations chrétiennes, tout en renforçant la détermination des croisés à poursuivre leur effort. Malgré les pertes, la deuxième croisade laissa derrière elle un héritage stratégique important, soulignant la complexité des interactions entre pouvoir, foi et territoire. La montée des tensions au Levant se traduisit par une reconfiguration des rapports de force. Le rôle des alliances fluctuantes devint crucial, que ce soit entre barbaresques, États latins ou principautés croisées. Chaque camp cherchait à tirer profit de la situation marquée par des confrontations militaires incessantes et des négociations périlleuses. Le jeu des pactes éphémères et de la diplomatie de circonstance faisait avancer lentement des enjeux géopolitiques profonds. Cette instabilité fut en partie responsable des difficultés rencontrées par la couronne française et l'Empire germanique pour imposer leur volonté. En analysant les causes des revers, il apparaît que plusieurs facteurs concoururent à la défaite. La méconnaissance du terrain et des habitudes locales limitait la capacité des croisés à s'adapter aux formes de combat en usage au Moyen-Orient. Les problèmes d'approvisionnement et la longueur des routes affaiblirent la condition physique des troupes. Par ailleurs, la rivalité entre Louis et Conrad compliqua l'organisation et finalement retarda les décisions militaires. L'absence d'un commandement unique fut une faiblesse majeure face à l'unité croissante des forces musulmanes. Les contemporains, qu'ils soient européens ou orientaux, interprétèrent la deuxième croisade de manière diverse. Pour les croisés victorieux d'autrefois, cette campagne ratée représentait une sorte d'épreuve divine à surmonter. Certains chroniqueurs musulmans y virent quant à eux la confirmation du déclin de leurs adversaires. Les récits de l'époque témoignent d'une conscience nouvelle de la complexité des affrontements culturels, religieux et politiques qui traversèrent cette période. L'histoire de la deuxième croisade illustre ainsi les limites du pouvoir militaire isolé dans un environnement hostile et changeant. Le poids des mythes fut également important. Depuis des siècles, la croisade était présentée comme une mission sainte, chargée de transmettre une idée de justice et de civilisation. Cependant, l'expérience de la deuxième croisade révéla la profondeur des intérêts profanes mêlés aux motivations religieuses. Cet épisode contribua à forger une image plus nuancée de ces campagnes, où les prétentions spirituelles coexistaient avec des considérations territoriales et économiques. C'est dans cette ambivalence que se dessina le contexte des futures expéditions. La deuxième croisade permit aussi de mettre en lumière l'importance des réseaux d'information et de coordination entre l'Occident et l'Orient. Malgré les difficultés de communication, des liens diplomatiques furent entretenus, parfois même avec les pouvoirs musulmans locaux. De petites enclaves chrétiennes continuaient à subsister et à servir de relais précieux. Ces échanges, souvent discrets, favorisaient la circulation des savoirs, des marchandises et des techniques, participant à un dialogue indirect entre deux mondes en conflit, mais aussi en interaction. Au terme de cette période, la question de la pérennité des États croisés refit surface. Leur survie reposait sur des compromis complexes, rarement durables. Les croisés durent également composer avec un climat religieux intensifié, qui renforçait parfois la méfiance entre chrétiens et musulmans. Cette atmosphère influa sur la politique intérieure des monarchies européennes engagées dans la défense des territoires lointains. La deuxième croisade incarna ainsi un moment crucial où la volonté d'expansion se heurta aux réalités du terrain et des rivalités. En conclusion, l'analyse de la deuxième croisade montre à quel point ce grand projet fut marqué par des attentes élevées, des ambitions politiques et surtout
des difficultés concrètes. Loin d'être un simple échec militaire, elle illustre la complexité historique du Moyen-Âge, où foi, pouvoir et culture s'entrelacent et s'affrontent. Cette campagne contribue à comprendre les dynamiques qui, dans les décennies suivantes, continueront à influencer de manière profonde les relations entre l'Europe et le Proche-Orient. Après avoir examiné ce moment charnière, il convient désormais d'aborder la phase suivante de cette longue saga, en s'intéressant aux conséquences durables de ces confrontations et aux transformations politiques engendrées dans la région. L'impact culturel et religieux des croisades. Les croisades, bien que souvent perçues uniquement comme des conflits militaires, ont également joué un rôle complexe dans la transformation culturelle et religieuse des sociétés occidentales et orientales. Ces expéditions furent à l'origine d'échanges nombreux et durables, touchant divers domaines tels que la pensée intellectuelle, les pratiques religieuses et les traditions culturelles. En explorant cet aspect des croisades, il est essentiel de comprendre comment elles ont favorisé la circulation des idées entre l'Orient et l'Occident, bien au-delà du simple champ de bataille. Dès le départ, les croisades suscitaient non seulement un mouvement de masse d'individus, mais aussi un transfert profond de savoir. Des textes anciens, notamment dans les domaines de la philosophie, de la médecine et des sciences naturelles, ont circulé à travers les territoires conquis et occupés. Les croisés furent confrontés à des établissements instruits, comme ceux de Jérusalem ou de Damas, où les traditions intellectuelles étaient riches et diversifiées. Ces contacts ont permis une redécouverte et une intégration progressive des œuvres d'Aristote et d'autres penseurs antiques grâce aux traductions réalisées en latin depuis l'arabe. Par ailleurs, les échanges religieux initiés par les croisades furent également d'une importance majeure. Le christianisme occidental fut confronté à l'islam sunnite, au christianisme oriental ainsi qu'au judaïsme dans des contextes de coexistence souvent tendus, mais aussi parfois marqués par le dialogue. Ces interactions conduisirent à une meilleure compréhension des pratiques rituelles et des structures ecclésiastiques, tout en renforçant chez certains la curiosité pour la diversité religieuse. Ce phénomène contribua à façonner une nouvelle conscience religieuse en Europe, laissant une empreinte durable sur la théologie et sur les rapports interconfessionnels. Sur le plan culturel, l'impact des croisades s'est manifesté par l'introduction de nouvelles formes artistiques et artisanales. Les objets, les matériaux ainsi que les techniques venues d'Orient ont trouvé leur place dans les marchés européens, modifiant ainsi les modes de vie. Par exemple, les croisades contribuèrent à la diffusion de la dentelle, de certains motifs décoratifs et de produits tels que les épices, les tissus précieux et les arts du verre. Ces éléments enrichirent les productions locales et eurent une influence notable sur les styles architecturaux, notamment dans les régions méditerranéennes. L'une des conséquences intellectuelles les plus marquantes fut la stimulation de la scolastique, courant philosophique dominant à l'époque. L'ouverture vers les textes arabes permit aux penseurs européens de revisiter leurs connaissances et d'intensifier leurs débats autour de questions théologiques et métaphysiques. Par ailleurs, la transmission de savoirs mathématiques, comme l'algèbre et les chiffres arabes, transforma profondément les disciplines scientifiques en Europe. Ce transfert contribua à jeter les bases de la Renaissance en établissant un continuum entre les savoirs antiques et les innovations médiévales. Il est aussi important de noter que les croisades suscitèrent des échanges linguistiques et une hybridation des cultures. Les langues arabes, grecques et latines se croisèrent dans un contexte d'interaction sociale et commerciale. Certains termes techniques, administratifs ou même culinaires furent adoptés et adaptés, témoignant d'une circulation complexe où les influences allèrent dans les deux sens. Cette dynamique enrichit non seulement le vocabulaire européen, mais aussi ses modes d'organisation sociale et économique. Cependant, ces échanges ne furent pas exempts de tensions. La coexistence entre communautés de confessions différentes fut souvent ponctuée de conflits ou de préjugés, dont certains se poursuivirent bien après la fin des croisades. Même si la confrontation entre chrétiens et musulmans trouva parfois des formes de coexistence pacifique, les récits officiels et la mémoire collective restèrent marqués par la rivalité et les violences. Ces perceptions influencèrent ensuite les relations diplomatiques, religieuses et culturelles entre l'Orient et l'Occident sur plusieurs siècles. Un autre aspect souvent sous-estimé est l'impact des croisades sur les communautés juives. Ces dernières, présentes dans plusieurs territoires traversés par les armées croisées, expérimentèrent des persécutions, mais aussi des échanges culturels complexes. Les croisades renforcèrent parfois les liens communautaires internes,
tout en transformant certaines traditions, notamment dans leurs pratiques religieuses et dans leurs relations avec les autorités civiles. Ainsi, la période fut marquée par un bouleversement social dont les répercussions dépassèrent largement le contexte religieux immédiat. Les croisades influencèrent également la pensée politique. Le contact prolongé avec les modèles orientaux de gouvernement et d'administration conduisit à des adaptations dans les structures européennes. Certains dispositifs militaires et bureaucratiques furent empruntés ou inspirés par les systèmes observés en Terre Sainte. Cette influence contribua à la centralisation progressive des pouvoirs et au développement de méthodes de gouvernance plus sophistiquées en Occident, favorisant ainsi l'émergence des États modernes. En matière d'éducation, la présence prolongée en Orient permit l'établissement d'institutions, notamment dans les villes conquises. Ces centres favorisèrent la diffusion des savoirs et l'échange d'idées entre savants de différentes origines. Bien que souvent fondées sur des bases religieuses, elles contribuèrent également à un enrichissement historique et scientifique qui bénéficia aux générations suivantes. Les écoles et universités européennes furent ainsi impactées par ces expériences, intégrant certains enseignements venus d'ailleurs. Il est essentiel de souligner aussi l'importance des croisades dans l'histoire maritime et commerciale. La nécessité de transporter des hommes et des matériels vers l'Orient développa les infrastructures portuaires et stimula la navigation. De nombreuses cités méditerranéennes, comme Venise ou Gênes, virent leur rôle s'amplifier, devenant des plaques tournantes de l'échange entre continents. Cette intense activité commerciale favorisa à son tour la circulation des biens, mais aussi des idées, renforçant le réseau d'interaction entre différentes cultures. Par ailleurs, la réalisation et la diffusion de cartes géographiques se sont retrouvées au cœur des échanges accélérés par les croisades. L'orientation vers la Terre Sainte suscita une observation plus précise du monde connu, accompagnée de descriptions détaillées des territoires traversés. Ces connaissances topographiques furent peu à peu intégrées dans les représentations européennes, enrichissant ainsi la cartographie médiévale et facilitant les voyages futurs. Ce transfert d'informations renforça la curiosité et l'exploration des horizons lointains. Enfin, les croisades eurent aussi une influence dans le domaine des idées et des valeurs morales. Le choc entre différentes civilisations mit en lumière des conceptions variées sur la guerre, la justice, la piété ou encore la société. Ces confrontations conduisirent à une réflexion renouvelée sur la place de la religion dans la vie publique et sur le rapport à l'autre. Ainsi, même si les croisades furent ponctuées de violence, elles contribuèrent à une mise en dialogue progressive des mondes culturellement éloignés. En somme, les grandes croisades ne peuvent être réduites à de simples campagnes militaires. Leur impact culturel et religieux fut profond et multiforme. Elles ouvrirent un vaste échafaudage d'échanges intellectuels, artistiques, commerciaux et spirituels, forgeant une relation durable entre l'Orient et l'Occident. C'est cette histoire complexe qui sous-tend la richesse de notre héritage culturel commun et qui nous invite à envisager l'époque médiévale sous un angle renouvelé. Cette compréhension prépare la voie au développement des prochaines réflexions historiques. La troisième croisade et les figures emblématiques. La troisième croisade, qui s'est déroulée à la fin du XIIe siècle, représente une période marquante dans l'histoire des croisades, notamment en raison de la présence de grands souverains européens. Cette campagne militaire a été déclenchée principalement pour répondre à la prise de Jérusalem par Saladin en l'an 1187, événement qui avait ébranlé la chrétienté et suscité une forte réaction de l'Occident. La récupération des territoires perdus en Terre Sainte constituait alors l'objectif central des croisés, tout en cherchant à sécuriser leur position face à l'avancée des forces musulmanes. Les figures principales de cette croisade sont incontestablement Richard Cœur de Lion d'Angleterre, Philippe Auguste de France, ainsi que l'empereur germanique Frédéric Barberousse. Chacun de ces souverains apporta ses ressources, son armée et son prestige à la campagne, bien que leurs ambitions et stratégies aient différé. Richard, dont la réputation de chef militaire fut largement établie lors de ce conflit, s'est illustré par sa ténacité et son habileté tactique, notamment pendant le siège d'Acre, un port stratégique sur la côte méditerranéenne. Le siège d'Acre, qui dura plusieurs mois, fut l'un des moments clés de la troisième croisade. Cette forteresse, tenue par les forces musulmanes, constituait un verrou important pour le contrôle de la région. Les croisés, mobilisant des troupes venues de différentes parties de l'Europe, firent preuve d'une organisation sans précédent.
réussissant finalement à prendre la ville. Cette victoire permit d'établir une base pour les opérations suivantes vers Jérusalem et les territoires proches. Mais elle ne signifiait pas encore la reconquête intégrale de la Terre Sainte. L'empereur Frédéric Barberousse, malgré son arrivée tardive en Orient, joua un rôle diplomatique et militaire notable lors de la croisade. Malheureusement, son périple fut interrompu tragiquement par sa mort dans la traversée d'une rivière, ce qui affaiblit considérablement la cohésion des forces croisées germaniques. Cet événement eut des répercussions importantes sur la suite de la croisade, car l'absence de ce leader charismatique limita les capacités de coordination et de commandement au sein de l'armée croisée. Philippe Auguste, roi de France, participa activement au début de la croisade, mais il déclara son retour en Europe avant la fin des hostilités. Son départ anticipé a souvent été interprété comme une source de tension entre lui et Richard Cœur de Lion, mais aussi comme une décision dictée par des considérations politiques et personnelles en son royaume. Malgré son retrait, son rôle dans la préparation et la conduite de la croisade reste essentiel pour comprendre les dynamiques de cette expédition militaire complexe. L'un des moments les plus notables de la campagne fut la bataille d'Arsouf, remportée par Richard Cœur de Lion contre les forces de Saladin. Cette victoire importante permit aux croisés d'avancer davantage vers Jérusalem, tout en consolidant leur puissance militaire. La bataille est également reconnue pour l'habileté tactique dont fit preuve Richard, qui réussit à manœuvrer ses troupes de manière efficace face aux attaques répétées des troupes musulmanes. Ce succès renforça la renommée du roi anglais et son image de défenseur de la chrétienté. Cependant, malgré ces succès, la troisième croisade ne permit pas de reprendre Jérusalem. La ville restait sous contrôle musulman, symbole d'une résistance forte et bien organisée. Les négociations qui suivirent entre Richard et Saladin témoignèrent d'un respect mutuel parmi les chefs adverses, bien qu'elles n'aboutissent pas à la restitution complète de la cité. Ce compromis enclencha une période de relative paix permettant la libre circulation des pèlerins chrétiens vers les lieux saints sous la protection des deux camps. Tout au long de cette campagne, les croisés durent également affronter des difficultés logistiques et climatiques propres aux territoires traversés. Les longues marches, les difficultés d'approvisionnement, ainsi que les différends entre chevaliers issus de différentes nations posèrent souvent des obstacles majeurs à la réussite des opérations. Pourtant, la troisième croisade demeure un exemple de coopération internationale médiévale entre royaumes européens autour d'un but commun malgré des intérêts parfois divergents. Les structures défensives créées ou renforcées lors de cette période jouèrent un rôle crucial dans la survie des États latins d'Orient. Les forteresses, châteaux et places fortes témoignent encore aujourd'hui de cette volonté de préserver la présence chrétienne en Terre Sainte face aux contre-attaques régulières. Ces ouvrages militaires démontrent également l'importance accordée à l'ingénierie et à la stratégie dans le cadre des conflits religieux et territoriaux du Moyen Âge. La troisième croisade apporte ainsi un éclairage précieux sur les relations entre l'Europe et le monde musulman à cette époque. Les échanges, même dans le contexte du conflit, permirent un certain dialogue culturel et une connaissance mutuelle enrichie. Ce double mouvement de confrontation et d'échange caractérise cette période des croisades, qui n'était pas uniquement une succession de batailles, mais également un moment d'interaction complexe et d'influence réciproque. En conclusion, la troisième croisade illustre parfaitement les enjeux de pouvoir, de foi et de stratégie qui gouvernèrent les grandes expéditions médiévales. Elle conserve une place centrale dans l'histoire des croisades en raison de la notoriété des protagonistes et des événements majeurs qui s'y sont déroulés. Cette période invite à une réflexion sur la manière dont se construisent les frontières, les alliances et les ressentiments durables dans les conflits où se mêlent religion et politique. Alors que nous continuons notre exploration des croisades, la prochaine étape nous conduira à examiner les conséquences directes de cette campagne pour les États latins d'Orient et la manière dont elles ont préparé le terrain pour les expéditions suivantes, en particulier la quatrième croisade, qui s'inscrira dans un contexte renouvelé de tension et d'ambition. L'importance de la diplomatie durant les croisades. Les croisades, souvent perçues uniquement sous l'angle des conflits armés entre chrétiens et musulmans, furent également marquées par une dimension diplomatique essentielle. Après la première vague d'affrontements, il devint clair que la simple force militaire ne suffisait pas à assurer la pérennité des conquêtes. Ainsi, des négociations délicates s'engagèrent entre les croisés et les dirigeants musulmans.
visant à établir des trêves, des échanges commerciaux ou des alliances temporaires. La diplomatie joua un rôle crucial dans l'équilibre instable de la région. Les négociations se déroulaient souvent dans un contexte empreint de méfiance, mais aussi de respect mutuel. Certains monarques musulmans, comme Saladin, reconnu pour sa sagesse et sa magnanimité, comprirent l'importance de la diplomatie pour maintenir la stabilité de leur territoire. Il conclut des accords avec ses adversaires chrétiens, négociant des accès aux lieux saints ou des conditions de reddition avantageuses. Ces traités ne mettaient pas fin aux hostilités, mais ils permettaient des pauses nécessaires à la reconstruction et à la réorganisation. Les croisés, de leur côté, mirent en œuvre des stratégies diplomatiques pour consolider leur position en Terre Sainte. Ils cherchaient à exploiter les rivalités entre différents seigneurs musulmans, favorisant certains contre d'autres afin d'obtenir des soutiens ou des marchés plus favorables. Ces alliances fugaces modifiaient régulièrement le paysage politique local et influençaient directement le cours des combats. La diplomatie s'avérait ainsi un levier non négligeable dans la gestion des conflits. Par ailleurs, la diplomatie ne se limitait pas à la seule région du Levant. En Europe même, des gouvernants s'efforçaient d'apaiser les tensions et d'organiser des levées de fonds pour financer les expéditions militaires. Les papes jouaient un rôle de coordinateur, promouvant les croisades comme une cause commune tout en gérant les intérêts des principautés. Les traités négociés permettèrent de maintenir une cohésion fragile entre des acteurs aux objectifs parfois divergents. Dans ce contexte, les ambassadeurs et émissaires occupaient une place centrale. Ils devaient faire preuve de prudence, de clairvoyance et de patience pour servir d'intermédiaires entre ennemis potentiels. Leur capacité à comprendre les codes culturels et les attentes des parties engagées déterminait souvent le succès des accords. Ainsi, même au cœur des conflits, la parole conservait une importance primordiale. Les échanges diplomatiques étaient également l'occasion d'une certaine transmission culturelle. Les croisés découvrirent les pratiques, les savoirs et les technologies de leurs adversaires, ce qui influença à terme les sociétés européennes. La diplomatie servait donc aussi de pont entre deux mondes en apparence opposés, révélant une complexité souvent oubliée dans les récits traditionnels. Cette interaction modifia les perceptions réciproques et atténua parfois les hostilités. Il est intéressant de noter que certains traités furent respectés avec rigueur sur plusieurs années, malgré les tensions latentes. Les pactes de non-agression assuraient, par exemple, la circulation des marchandises ou le respect des pèlerinages dans des conditions définies. Ces accords contribuèrent à instaurer des périodes de calme relatif, indispensables pour la survie des communautés côtières ou des cités fortifiées. Sans la diplomatie, ces temps de répit auraient difficilement été possibles. Par ailleurs, les négociations révélaient souvent des divergences internes parmi les protagonistes. Chez les musulmans comme chez les chrétiens, différentes factions avaient des intérêts propres, rendant parfois les discussions longues et complexes. Ces dynamiques rendèrent la diplomatie plus délicate, mais aussi plus stratégique. Comprendre ces jeux de pouvoir interne constituait un atout majeur pour négocier efficacement. S'ajoutait à cela la place des marchands et des intérêts économiques dans les décisions diplomatiques. Le contrôle des routes commerciales était une préoccupation constante. Ceux-ci privilégiaient la stabilité pour garantir leurs activités, ce qui incitait à soutenir des accords, sous réserve de bénéfices mutuels. Ainsi, derrière les discours religieux ou militaires, des intérêts économiques jouaient un rôle non négligeable dans la conduite des croisades. La dimension religieuse, bien que prépondérante dans la justification des croisades, n'excluait pas la recherche de compromis pragmatiques. Par exemple, la reconnaissance provisoire de certaines autorités religieuses sur des territoires disputés fut possible, selon des modalités inscrites dans des traités. Ces compromis démontrent que la rigidité apparente des discours ne reflétait pas nécessairement la complexité des réalités vécues sur le terrain. La diplomatie adaptait souvent ces éléments pour trouver des solutions viables. Dans l'ensemble, si les grandes batailles des croisades ont marqué l'histoire par leur intensité spectaculaire, la diplomatie a permis d'élargir la portée et la durée de ces événements. Elle offre un autre prisme pour comprendre ces siècles de confrontation, en soulignant l'importance des interactions pacifiques et des arrangements. Ces éléments sont souvent moins visibles, mais tout aussi déterminants dans le façonnement du Moyen-Âge méditerranéen. Cette dimension historique rappelle que même en période de conflits prolongés, le dialogue et la négociation
restent des outils essentiels. La leçon issue de ces négociations anciennes dépasse leur époque, invitant à considérer la diplomatie non pas comme un simple complément aux guerres, mais comme un acteur clé capable de modifier profondément le cours des événements. Cela clôt la présentation de ces aspects moins connus mais fondamentaux des croisades, invitant à poursuivre l'exploration sous des perspectives complémentaires. Les croisades mineures et autres expéditions. Les croisades, souvent évoquées à travers les 3 grandes expéditions menées entre la fin du XIe et le XIIIe siècle, comptaient également plusieurs campagnes moins connues qui méritent une attention particulière pour comprendre l'ensemble du phénomène. Ces croisades mineures et autres expéditions reflètent la complexité des enjeux politiques, religieux et militaires de cette période. La 4e croisade, débutée en l'an 1218, s'écarte significativement de l'objectif initial de reconquête de Jérusalem et illustre la déviation des engagements religieux vers des intérêts politiques et économiques. Cette croisade, impulsée principalement par des chevaliers français et vénitiens, devait initialement s'allier pour envahir l'Égypte, considérée alors comme la clé pour reprendre la Terre Sainte. Toutefois, les difficultés financières des croisés et les intérêts vénitiens orientèrent l'expédition vers Constantinople, capitale de l'Empire byzantin, qu'ils assiégèrent et prirent en 1214. Ce sac de Constantinople provoqua un schisme profond entre l'Orient orthodoxe et l'Occident catholique, marquant une fracture durable qui eut des répercussions culturelles et politiques pour des siècles. Parallèlement à la 4e croisade, d'autres campagnes furent lancées dans des contextes géographiques variés. Les croisades dans les régions balkaniques, le sud de la péninsule ibérique et même en Europe du Nord, notamment en terre païenne balte, visèrent à étendre l'influence chrétienne sur des territoires périphériques parfois moins médiatisés. Ces expéditions s'inscrivent dans une logique de défense des États chrétiens établis, mais également dans une dynamique d'expansion territoriale et de conversion religieuse accompagnée de missions ecclésiastiques. La croisade albigeoise, bien que différente par sa nature interne à la chrétienté, illustre aussi cette contestation intérieure qui prit la forme d'une guerre contre les hérétiques cathares dans le sud de la France au début du XIIIe siècle. Ordonnée par le pape et soutenue par la monarchie française, cette campagne fut un exemple de croisade appliquée non plus à des terres hors d'Europe, mais à des populations considérées comme déviantes. Elle affirma le pouvoir central face aux seigneurs locaux et renforça l'homogénéité religieuse du royaume français, tout en déclenchant des débats sur la légitimité de la violence au sein même du monde chrétien. D'autres croisades furent organisées dans la Méditerranée orientale et en mer Noire pour soutenir ou défendre les États latins et les comptoirs commerciaux établis par les croisés. Les différentes fortifications bâties en territoire conquis témoignent du souci de maintien et de consolidation de ces possessions souvent fragiles. La frontière entre croisade et combat territorial était parfois floue, car les motivations mêlaient défense de la foi et intérêt matériel dans des espaces marqués par une grande diversité culturelle et religieuse. Certaines de ces expéditions croisées furent des échecs cuisants, d'autres des succès relatifs, mais toutes contribuèrent à modifier en profondeur les équilibres politiques en Méditerranée et au-delà. Les échanges culturels furent nombreux, même si souvent conflictuels, participant à une diffusion d'idées, de techniques, ainsi qu'à l'enrichissement des sociétés impliquées. L'impact de ces croisades sur l'économie, notamment à travers le commerce, assura une interaction plus intense entre l'Orient et l'Occident, jetant les bases de transformations ultérieures en Europe. Les conséquences de ces croisades moins célèbres furent ambivalentes. Elles renforcèrent certaines monarchies, fragilisèrent des empires comme Byzance et déplacèrent l'équilibre des forces en faveur de nouveaux acteurs, parmi lesquels les républiques maritimes italiennes. Par ailleurs, elles contribuèrent à durcir les relations confessionnelles, alimentant des tensions qui se répercutèrent sur les sociétés européennes et moyen-orientales pendant plusieurs générations. Ces mouvements d'armes ne furent donc pas uniquement des événements ponctuels, mais s'inscrivirent dans une dynamique historique complexe. L'analyse de ces croisades instrumentalisées par divers protagonistes révèle aussi des stratégies de pouvoir, où le religieux et le politique s'entremêlent. La papauté, désireuse de maintenir sa primauté spirituelle, sut mobiliser la croisade à des fins stratégiques, parfois éloignées des intentions premières. Les États chrétiens participèrent à cette entreprise avec leurs propres intérêts, qu'ils fussent dynastiques, économiques
ou géopolitique, ce qui explique la multiplicité des objectifs poursuivis par ces expéditions. On ne peut omettre les croisades dites d'outre-mer dans des territoires peu connus, comme celles menées dans les îles de la Méditerranée occidentale, où des populations chrétiennes établirent leur présence grâce à des campagnes militaires et des accords diplomatiques. Ces interventions répondirent à la fois à une logique de contrôle ligneux des routes commerciales et à la volonté d'expansion missionnaire. Elles participèrent à une redéfinition des rapports de force dans la région méditerranéenne jusqu'à la fin du Moyen Âge. Un autre aspect des croisades moins visible fut le soutien financier et logistique apporté par les États européens pour assurer leur réussite. Le recrutement des combattants, le financement des expéditions et la gestion des territoires conquis nécessitaient des structures administratives complexes qui témoignent de l'organisation avancée de certains pouvoirs médiévaux. Ces dimensions permettent de saisir l'ampleur des croisades au-delà de leurs aspects purement militaires ou religieux. Le rôle des ordres militaires comme les Templiers, les Hospitaliers et les Teutoniques fut fondamental dans le maintien des édifices politico-religieux issus des croisades. Leur action dépassa souvent le strict cadre de la guerre pour toucher à la gestion économique, hospitalière et diplomatique. Ces ordres incarnèrent une nouvelle forme de pouvoir transnational, reliant les différents champs d'intervention des croisades, ainsi que les territoires européens et orientaux. Enfin, la mémoire de ces croisades mineures et expéditions marginales a parfois été occultée par la grandeur médiatique des grandes croisades, mais elle reste essentielle pour comprendre la complexité des interactions entre monde chrétien et monde musulman au Moyen Âge. Leur étude approfondie révèle la multiplicité des enjeux et des acteurs impliqués, permettant de sortir d'une vision simpliste ou unilatérale. Ces expériences croisées laissent un héritage riche et souvent ambivalent, témoignant de la diversité des dynamiques historiques qui ont façonné notre passé commun. Cette perspective invite à poursuivre l'exploration des croisades dans leur globalité, en croisant les regards géographiques, politiques et religieux. C'est ainsi que la compréhension des grandes transformations du Moyen Âge occidental peut être enrichie, préparant le terrain pour d'autres développements, notamment ceux détaillés dans la suite de cette histoire, qui abordent des aspects complémentaires et tout aussi essentiels. Les mythes et perceptions des croisades dans l'histoire. Au fil des siècles, les croisades se sont inscrites dans la mémoire collective avec une complexité unique, mêlant faits historiques et constructions imaginaires. Ces expéditions militaires, initiées à la fin du XIe siècle, ont souvent été perçues à travers le prisme des contextes culturels et politiques successifs. Elles ont ainsi donné naissance à une multiplicité d'interprétations qui reflètent autant les aspirations que les craintes des sociétés qui les ont évoquées. Au Moyen Âge, les croisades étaient principalement vues comme une réponse spirituelle à la menace de l'islam sur les territoires chrétiens. Les récits contemporains insistaient sur l'aspect religieux, qualifiant ces expéditions de pèlerinages armés. Les chroniqueurs de cette époque soulignaient la démarche de rédemption et la promesse du pardon des péchés, offrant un contexte moral et divin à ces campagnes. Cette interprétation a contribué à forger un mythe chevaleresque autour des croisés, qui étaient perçus comme des héros engagés dans une lutte sacrée. Cependant, les motivations et les conséquences concrètes des croisades étaient également très politiques et économiques. Les seigneurs européens cherchaient à étendre leur influence, à acquérir des terres ou des richesses. Les cités italiennes, telles que Venise et Gênes, profitèrent d'un commerce florissant en Méditerranée orientale, lié aux résultats des campagnes. Cette réalité plus pragmatique est souvent minorée dans les récits populaires, qui préfèrent souligner l'affrontement religieux. Durant la Renaissance, les croisades furent analysées avec un regard plus critique. Les historiens développèrent des études plus rigoureuses, fondées sur la vérification des sources. Ils mirent en lumière la diversité des acteurs impliqués ainsi que les contradictions internes aux croisades elles-mêmes. Par exemple, la 4e croisade, détournée vers Constantinople, mit en évidence les conflits d'intérêts entre les puissances chrétiennes. Ces découvertes modifièrent progressivement la perception initiale idéalisée. Au XVIIIe et XIXe siècle, la période des Lumières et celle du romantisme influencèrent profondément le regard porté sur les croisades. Elles furent tour à tour dénoncées comme des actes de fanatisme religieux, puis exaltées comme des épopées chevaleresques. Des écrivains et peintres, fascinés par l'Orient, véhiculèrent une image idéalisée des croisades,
souvent teinté d'exotisme. Ce mouvement contribua à forger un imaginaire européen, souvent simplifié mais durable. Au cours du XXe siècle, les croisades furent réinterprétées au prisme des relations internationales et des luttes idéologiques. Durant la colonisation, elles servirent parfois de prétexte pour justifier les expansions européennes au Moyen-Orient. Dans les décennies suivantes, leur image fut examinée dans le cadre du dialogue interculturel, mettant en avant les multiples perspectives, notamment celles des peuples musulmans. Ces révisions apportèrent une complexité nouvelle à leur étude. Les mythes entourant les croisades incluent également des représentations simplistes, telles que l'opposition parfaite entre chrétienté et islam, ou des récits d'unité inébranlables parmi les croisés. Or, l'histoire montre des alliances fluctuantes, des conflits internes et des motivations diverses. Par exemple, plusieurs chevaliers ont parfois collaboré avec des forces locales, démontrant une réalité plus nuancée que celle d'un affrontement à sens unique. En outre, les croisades ont engendré des récits hagiographiques et des légendes populaires qui ont traversé le temps. Certaines figures furent magnifiées, parfois au-delà de ce que les documents historiques permettent de confirmer. Le phénomène d'appropriation culturelle des croisades s'est manifesté dans différentes époques où elles furent mobilisées pour servir des discours identitaires, politiques ou religieux. Un aspect intéressant réside dans la manière dont les croisades ont influencé les arts et la littérature. Elles ont inspiré des œuvres majeures, des chants de gestes médiévaux aux romans modernes. Cette réception culturelle témoigne de leur importance durable dans l'imaginaire occidental. La figure du croisé incarne souvent des valeurs telles que le courage, la foi et l'aventure, bien que ces attributs soient parfois choisis pour correspondre aux besoins esthétiques ou idéologiques des différentes époques. Par ailleurs, la réinterprétation contemporaine met en avant l'impact des croisades sur les relations interculturelles. Elles sont étudiées non seulement sous un angle militaire ou religieux, mais aussi comme rencontres et confrontations complexes entre civilisations. Cette approche enrichit la compréhension historique en intégrant les échanges, les influences réciproques et les héritages multiples laissés par ces interactions. Dans le monde actuel, les croisades continuent d'être évoquées dans les discours politiques et médiatiques, souvent de manière polémique. Il est donc important d'insister sur la nécessité de dépasser les stéréotypes simplistes pour appréhender ces événements dans leur contexte historique. Leur étude invite à une réflexion sur les usages du passé et leur influence sur les identités contemporaines. Ainsi, le récit des croisades n'est jamais figé. Chaque époque réinterprète ces événements à sa manière, en fonction des enjeux propres. L'histoire des croisades illustre parfaitement comment un phénomène historique peut se transformer en mythe, puis en outil de construction identitaire, tout en conservant une réalité complexe et plurielle. La connaissance approfondie permet de distinguer la mémoire construite des faits historiques. Cela dit, il reste encore beaucoup à découvrir et à comprendre sur les croisades, notamment grâce aux avancées des recherches archéologiques et des études interdisciplinaires. Ces travaux offrent de nouvelles pistes pour appréhender ces expéditions sous un jour renouvelé, sans pour autant effacer l'importance des récits transmis. La richesse des croisades réside aussi dans cette capacité à susciter un dialogue entre passé et présent. En poursuivant cette réflexion, il convient de garder à l'esprit la pluralité des voix et des perspectives qui enrichissent notre lecture de ces événements. Que ce soit à travers les documents d'époque, les traditions orales ou les interprétations modernes, les croisades témoignent d'une interaction complexe entre histoire et mémoire collective. Cette dynamique contribue à leur immortalité dans la conscience humaine. Les croisades sont donc une source inépuisable d'études et de débats, rassemblant spécialistes et curieux. Elles incarnent le défi permanent de concilier rigueur scientifique et transmission culturelle. Ce déséquilibre entre faits et interprétation souligne aussi la nécessité d'une approche prudente et nuancée pour aborder ces événements de façon équilibrée. Le passage progressif d'une vision mythifiée à une analyse critique marque une évolution notable dans le domaine de l'historiographie. Ce mouvement illustre la capacité des sociétés à revisiter leur passé pour construire des récits plus adaptés aux besoins de compréhension et de dialogue interculturel. L'étude des croisades participe ainsi à la réflexion sur le rôle de l'histoire dans la formation des identités modernes. Dans ce contexte, la confrontation entre les mythes et la vérité historique apparaît comme un processus dynamique, riche d'enseignements.
La complexité des croisades offre un terrain propice à l'exploration des mécanismes de création des mémoires collectives. Leur réception plurielle démontre que l'histoire est toujours en mouvement, sujette à de multiples réinterprétations. Enfin, cette exploration invite à une posture d'écoute et d'ouverture. Reconnaître l'héritage des croisades dans leurs dimensions variées permet non seulement de mieux comprendre le passé, mais aussi d'enrichir le présent. Ainsi, les croisades demeurent un sujet fertile pour l'analyse des enjeux historiques, culturels et politiques qui continuent de résonner dans nos sociétés contemporaines. Cet éclairage prépare la voie aux discussions approfondies de la prochaine partie. Les conséquences à long terme des croisades. Les croisades, entreprises entre le XIe et le XIIIe siècle, ont profondément marqué les contours géopolitiques du Moyen Âge. Ces expéditions militaires initiées par les puissances chrétiennes d'Europe visaient principalement à reprendre le contrôle des lieux saints en Terre sainte. Au-delà des batailles et des conquêtes convoitées, les croisades ont engendré des transformations durables dans les relations entre les mondes chrétiens et musulmans. Elles ont également influencé le développement économique et social des sociétés participantes. Ce récit permet d'appréhender les conséquences à long terme de ces événements qui ont façonné l'histoire médiévale et bien au-delà. Les premiers impacts politiques des croisades se manifestèrent par la redéfinition des frontières et des sphères d'influence en Méditerranée orientale. La création de royaumes latins en Terre sainte, tels que le royaume de Jérusalem, modifia la géographie politique du Proche-Orient. Cependant, ces entités furent constamment menacées par les forces musulmanes locales, ce qui maintint une instabilité chronique dans la région pendant plusieurs décennies. Parallèlement, les croisades renforcèrent le prestige des papes, soulignant leur capacité à mobiliser des forces importantes au nom de la chrétienté. Sur le plan économique, les croisades ouvrirent des voies nouvelles pour le commerce entre l'Orient et l'Occident. Les échanges de produits comme les épices, la soie et différentes marchandises rares permirent une expansion du réseau commercial. Les villes italiennes telles que Venise, Gênes et Pise profitèrent de cette dynamique, renforçant leur rôle comme plaque tournante du commerce maritime. Cette ouverture économique fut un vecteur important de la diffusion culturelle et technique, favorisant par exemple le transfert de connaissances en mathématiques, en astronomie et en médecine depuis le monde arabo-musulman vers l'Europe. Au niveau social, les croisades eurent une influence notable sur la structuration des sociétés européennes. Le départ massif pour la Terre sainte engagea diverses classes sociales, des nobles aux paysans, transformant les rapports de force internes. La lutte pour mobiliser des ressources et recruter des combattants contribua à la centralisation progressive des pouvoirs monarchiques. Par ailleurs, la fréquentation des cultures orientales fit émerger un intérêt renouvelé pour la science, la philosophie et les arts, amorçant une transition intellectuelle qui préparera l'Europe à la Renaissance. Il est aussi essentiel de considérer les effets des croisades sur les relations entre chrétiens et musulmans. Ces campagnes ont laissé un héritage complexe, oscillant entre le conflit et le dialogue. Malgré une hostilité initiale fort marquée, les interactions prolongées générèrent un certain degré d'échange, notamment commerciaux ou culturels, parfois insoupçonnés. Toutefois, la mémoire collective des croisades demeure souvent marquée par des ressentiments, influençant la perception mutuelle de ces deux mondes pendant plusieurs siècles. Les croisades eurent également des répercussions sur les communautés juives d'Europe. Souvent perçues comme hérétiques ou étrangères, elles furent victimes de violences lors du départ des croisés, notamment dans les régions rhénanes. Ces épisodes tragiques renforcèrent une dynamique de marginalisation et bouleversèrent le tissu social local. Cet aspect rappelle que les croisades ne se limitèrent pas à un simple affrontement entre chrétiens et musulmans, mais déclenchèrent aussi des tensions internes aux sociétés occidentales. Par ailleurs, l'impact militaire des croisades se manifeste à travers l'évolution des techniques et des stratégies de guerre. Les échanges avec les forces orientales conduisirent à des adaptations dans les armements et dans l'art de la fortification. Les connaissances sur la construction de châteaux forts, par exemple, se diffusaient plus largement. Ces progrès, combinés à la mobilisation de ressources humaines et matérielles, transformèrent les capacités militaires des royaumes européens, influençant les conflits ultérieurs. L'étude des croisades révèle aussi une transformation du rôle de l'Église dans la société médiévale. Le pape devint un acteur central, non seulement spirituel, mais aussi politique, utilisant la croisade comme outil pour affirmer son autorité sur les royaumes chrétiens. De plus,
Les ordres militaires tels que les Templiers ou les Hospitaliers virent leur pouvoir et leur influence grandir sous l'égide pontificale. Ces institutions joueront un rôle important, tant sur le plan religieux que stratégique pendant et après les croisades. D'un point de vue culturel, la confrontation avec le monde musulman suscita un choc des civilisations qui, avec le temps, engendra un enrichissement mutuel. La redécouverte des œuvres antiques, grâce aux traductions de manuscrits arabo-musulmans, accompagna un regain d'intérêt pour la connaissance. Ce mouvement contribua à faire évoluer les mentalités européennes, préfigurant les prémices du savoir moderne. En ce sens, les croisades ne furent pas uniquement des conflits armés, mais aussi des catalyseurs d'échanges intellectuels significatifs. Enfin, il convient de noter que les croisades ouvrirent la voie à d'autres formes d'expansion, notamment celle des puissances européennes vers de nouvelles frontières. Elles établirent un précédent en matière d'intervention militaire à longue distance, légitimé par des motifs religieux et idéologiques. Ce cadre justificateur influença les futures entreprises coloniales et missionnaires, engendrant des dynamiques qui dépassèrent la simple époque médiévale et s'inscrivirent dans l'histoire globale. Ainsi, les croisades, dans leur complexité, ont laissé une empreinte durable sur les mondes impliqués. Elles ont redessiné les équilibres politiques, stimulé les échanges économiques, transformé les sociétés et façonné les relations culturelles. Leur héritage se révèle à la fois dans les tensions persistantes entre cultures et dans les passerelles de dialogue qu'elles ont contribué à créer. Cette réflexion prépare le terrain pour examiner plus en détail l'évolution spécifique des sociétés européennes à la suite des croisades, particulièrement sous l'angle temporel et social, ce qui sera abordé dans le chapitre suivant. L'héritage des croisades dans le monde moderne. Les croisades ont laissé une empreinte profonde sur la mémoire collective et la culture contemporaine, façonnant des perceptions qui perdurent encore aujourd'hui. Ces expéditions militaires qui se sont étalées sur près de 2 siècles ont influencé non seulement l'histoire politique et religieuse, mais aussi les identités nationales et les imaginaires culturels dans diverses parties du monde. L'héritage des croisades se manifeste ainsi dans de nombreux aspects, parfois insoupçonnés, de notre société moderne. Au départ, les croisades ont été perçues comme des conflits religieux visant à reprendre le contrôle de lieux saints. Pourtant, leur impact dépasse largement ce cadre initial. Les récits écrits à cette époque, souvent teintés d'idéologies différentes selon les auteurs, ont constitué les premières bases d'une tradition historique qui a servi à construire des symboles identitaires puissants. Les monarchies européennes ont notamment utilisé la mémoire des croisades pour renforcer l'autorité de leur pouvoir et légitimer leurs expansions territoriales. Dans la culture populaire moderne, la figure du croisé apparaît sous diverses formes, souvent idéalisée ou simplifiée. Châteaux forts, chevaliers en armure et batailles épiques sont des images fréquemment exploitées, que ce soit dans la littérature, le cinéma ou les jeux vidéo. Ces représentations contribuent à nourrir un imaginaire collectif qui, bien qu'éloigné des réalités historiques complexes, continue d'alimenter un intérêt persistant pour cette période. Du côté des pays du Moyen-Orient, la mémoire des croisades est plus ambivalente. Elle est parfois évoquée comme une période d'invasion et de conflit, mais aussi comme un moment d'échanges culturels et commerciaux. Malgré les tensions actuelles, certains historiens soulignent que ces interactions, même guerrières, ont favorisé un certain métissage culturel et une transmission de savoir, notamment dans les domaines des sciences et de la philosophie. L'impact des croisades sur les identités nationales s'observe aussi au travers des symboles et des fêtes commémoratives. Des pays européens comme la France, l'Angleterre ou l'Espagne ont intégré cette période dans leurs manuels scolaires et dans certains rituels historiques. Cette mise en mémoire sert souvent à renforcer un sentiment d'appartenance à une histoire commune, source de cohésion sociale. En revanche, dans le récit national des pays du Levant, les croisades apparaissent comme un épisode traumatique, contribuant à forger un esprit de résistance et un refus de domination étrangère. Les historiens actuels s'accordent à reconnaître que les croisades ne peuvent être réduites à une simple confrontation religieuse. Elles s'insèrent dans un contexte géopolitique complexe qui implique des ambitions économiques, des rivalités entre puissances, ainsi que des dynamiques sociales internes. Cette vision plus nuancée est progressivement diffusée dans les milieux éducatifs et académiques, invitant à dépasser les clichés pour comprendre la richesse du passé. La littérature médiévale produite pendant et après les croisades a également contribué à l'élaboration d'un imaginaire durable.
Les chansons de geste, les chroniques et les romans ont exalté des valeurs chevaleresques tout en transmettant des récits mêlant faits réels et légendes. Ces œuvres constituent une source précieuse pour appréhender la manière dont les sociétés européennes ont interprété leurs propres exploits et adversaires à cette époque. Par ailleurs, l'étude des croisades permet d'observer comment les différents peuples ont construit leurs récits historiques. Les chroniques arabes, byzantines ou latines témoignent d'approches divergentes mais complémentaires, révélant des perceptions différentes d'un même événement. Cette pluralité de points de vue enrichit notre compréhension et invite à une histoire plus équilibrée, intégrant la complexité des relations interculturelles. L'impact matériel des croisades est visible dans l'architecture et l'urbanisme. Les fortifications, les villes nouvelles et les infrastructures adoptées ou modifiées lors de ces expéditions témoignent d'une circulation des idées et des techniques. Ces traces tangibles rappellent que, malgré les affrontements, les croisades ont également été un vecteur de diffusion culturelle et technologique entre l'Orient et l'Occident. De plus, les croisades ont contribué à redessiner plusieurs cartes politiques et territoriales. L'émergence de nouveaux royaumes latins au Levant, bien que temporaire, a modifié l'équilibre des pouvoirs et ouvert des voies d'échanges économiques. Ces espaces frontaliers entre différentes civilisations ont favorisé un brassage des populations, influençant durablement les structures sociales et économiques locales. Sur le plan religieux, les croisades ont renforcé la centralité de l'Église dans la vie politique et sociale de l'époque, tout en suscitant des tensions internes et des oppositions plus tardives. Ces conflits ont marqué la chrétienté, mais aussi l'islam, en façonnant des récits d'opposition et de résistance qui se retrouvent dans des expressions culturelles variées jusqu'à nos jours. L'étude contemporaine des croisades tente aujourd'hui d'éclairer ces phénomènes avec un regard critique, conscient des enjeux politiques et sociaux qui ont souvent influencé leur interprétation. La mémoire des croisades est un terrain sur lequel s'élaborent non seulement des identités nationales, mais aussi des discours sur la coexistence, l'altérité et le patrimoine partagé. Finalement, l'héritage des croisades demeure une composante essentielle de notre histoire mondiale. Comprendre ces événements à travers leurs traces culturelles, historiques et mémorielles contribue à mieux appréhender les dynamiques du passé et leurs répercussions dans le monde contemporain. Cette réflexion prépare ainsi le terrain pour approfondir d'autres aspects de cette période complexe, qui sera explorée dans la suite de ce récit. Synthèse et réflexion finale sur les croisades. L'environnement des croisades est complexe et s'étend sur plusieurs siècles, marquant une période historique dense d'interactions politiques, religieuses et culturelles. Les grandes croisades eurent lieu entre le XIe et le XIIIe siècle et furent motivées par une combinaison de facteurs spirituels, territoriaux et sociaux. Leur impact dépasse largement les simples campagnes militaires, influençant durablement la géopolitique de l'époque ainsi que les relations entre différentes civilisations. Comprendre ces événements dans leur globalité demande une approche mesurée, intégrant les contextes variés et les conséquences multiples. Au départ, les croisades ont été initiées principalement par l'appel du pape Urbain le II lors du concile de Clermont en 1485. Cet appel visait à répondre à la demande d'aide des Byzantins face à la progression des Seldjoukides en Anatolie, tout en proposant aux chevaliers occidentaux de canaliser leur combativité vers une entreprise perçue comme juste et pieuse. L'objectif initial était donc double, mélangeant défense d'un territoire chrétien et volonté de reprendre le contrôle des lieux saints en Terre sainte, notamment Jérusalem. Cette volonté d'intervention reposait sur des convictions religieuses profondes, mais aussi sur des enjeux politiques et économiques sous-jacents. Le déroulement des croisades montre une série d'expéditions internationales où convergèrent des volontaires issus de différentes régions d'Europe. Ces croisades furent parfois menées de manière organisée avec des leaders charismatiques, parfois par des groupes moins formels. La première croisade, lancée en 1189, réussit à atteindre son objectif en s'emparant de Jérusalem. Cet événement, perçu comme un triomphe, donna lieu à la création de plusieurs États latins en Orient, qui devaient fonctionner comme des avant-postes chrétiens dans une région dominée par des cultures et croyances différentes. Cependant, la réalité de ces États latins fut souvent fragile et marquée par une instabilité permanente. Les croisades suivantes, y compris la deuxième et la troisième, illustraient cette difficulté à maintenir une présence durable. La complexité des alliances,
des trêves et des conflits internes allaient souvent à l'encontre des objectifs initiaux, reflétant une mosaïque d'intérêts divergents. Les figures telles que Richard Cœur de Lion ou Saladin incarnèrent ces tensions, leurs actions étant souvent analysées à travers des prismes variés. L'un fut un roi occidental engagé, l'autre un chef musulman respecté, tous deux liés pourtant par un destin commun sur le terrain de bataille et dans les récits historiques. Au-delà des combats, les croisades furent un vecteur d'échanges culturels et économiques. Elles permirent le transfert de connaissances, de techniques et même d'objets de luxe entre l'Orient et l'Occident. Ce métissage alimenta un processus de transformation progressive qui affecta à la fois l'architecture, la médecine, la philosophie et la science en Europe. Par cette interaction, les croisades eurent une influence plus large que ce que peuvent laisser entendre leurs violences. Cette réalité souligne la complexité d'une période qui ne peut être réduite à une simple opposition binaire entre chrétiens et musulmans. Les conséquences démographiques furent également significatives. Les mouvements de population, les migrations forcées ou choisies, ainsi que les pertes humaines affectèrent profondément les sociétés concernées. Ces événements s'accompagnèrent d'un renforcement des mentalités autres et de la montée de certains préjugés, qui furent parfois exacerbés dans les récits médiévaux et postérieurs. La mémoire collective de ces événements prit des formes différentes selon les régions et les communautés, annonçant les futurs malentendus historiques et culturels. Il est également important de considérer la dimension politique interne en Europe. Les croisades offrirent à certains seigneurs et chevaliers une occasion d'améliorer leur statut ou leur fortune, transformant parfois des conflits locaux en aventures lointaines. Cette dynamique redéfinit aussi le pouvoir à différentes échelles, renforçant parfois l'autorité royale ou ecclésiastique au détriment des autres pouvoirs locaux. De plus, l'effort militaire mobilisa des ressources importantes et modifia les structures sociales à travers la redistribution des terres, les dettes contractées et les alliances forgées. Au fil du temps, l'élan initial perdit de sa vigueur. La reconnaissance progressive de la difficulté à maintenir une présence chrétienne stable en Orient, ainsi que l'évolution des enjeux, eurent pour effet une transformation du sens même des croisades. Certaines devenues croisades, comme celles contre les hérétiques en Europe, prirent des formes nouvelles. Il s'agissait alors moins de guerriers partant vers l'Orient que de campagnes internes, reflétant le changement des priorités et la complexité croissante du paysage politique et religieux. La fin des grandes croisades, marquée vers la fin du XIIIe siècle, ne signa pas la fin des croisades en soi, mais plutôt une réorientation de cette notion. Loin d'être simplement des affrontements, elle représente un chapitre fascinant où s'entremêlent foi, pouvoir et culture dans des interactions tumultueuses. Cette période reste un sujet d'étude riche, permettant d'appréhender les multiples facettes des relations euro-méditerranéennes. Elle invite aussi à dépasser les jugements simplifiés pour mieux saisir les enjeux réels portés par ces aventures collectives. Enfin, envisager les croisades dans leur globalité demande de garder en mémoire leur complexité, leur ambivalence et leur place dans une histoire mondiale plus large. Toute tentative de réduire ces événements à une lecture unidimensionnelle masque leur diversité et leur importance. Elles illustrent la volonté humaine de dépasser les frontières, parfois au prix de la violence, mais aussi de construire des ponts entre des mondes différents. Aujourd'hui, elles restent un miroir où se reflètent les tensions et les dialogues qui traversent toujours les relations entre culture et religion. Ce regard synthétique sur les grandes croisades, posé avec calme et distance, permet de mettre en lumière leurs multiples dimensions sans jugement hâtif ni illustration dramatique. Cette approche invite à poursuivre la réflexion sur ce passé souvent évoqué, mais rarement appréhendé dans sa totalité, ouvrant ainsi la voie à une compréhension plus nuancée et plus complète du monde médiéval et de ses héritages complexes. Le récit s'oriente bientôt vers d'autres périodes où s'expriment encore ces dynamiques historiques, poursuivant ainsi le fil de la grande histoire.